Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. L'actualité cette semaine marquée par cette évolution inquiétante de l'épidémie de Covid-19. Avec un taux d'incidence désormais supérieur à 200 cas positifs pour 100 000 habitants, la région des Pays de la Loire est entrée en seuil de pré-alerte maximale selon l'ARS. En Vendée, le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de 20% en une semaine. Une évolution inquiétante pour le directeur général de l'ARS. Nous sommes en deçà des indicateurs nationaux qui s'approchent des 320 pour 100 000. Mais quand on a une telle augmentation, ces chiffres ne sont pas bons et je vous le dis, marque chez nous une forme d'inquiétude. Inquiétude qui est confortée également par le fait que notre niveau de contagiosité, le fameux R effectif, est désormais supérieur à 1. Aujourd'hui, en Pays de Loire, 10 personnes en contaminent 11,8, alors que le niveau national, c'est 11,6. Et l'une des clés pour freiner l'épidémie serait la vaccination. Un centre provisoire de vaccination est installé ce week-end à Chantonnay. C'est l'un des territoires vendéens les plus touchés par les contaminations actuellement. Un autre centre de vaccination permanent, celui-là, ouvrira à compter du 7 avril au complexe sportif de Saint-Hilaire-de-Riez. Et puis la ville des Sables-d'Olonne va, elle, déménager son centre de vaccination pour le Havre d'Olonne, plus grand, à compter du 12 avril pour accompagner l'accélération de la campagne. Une campagne fortement ralentie par les difficultés d'approvisionnement en doses. En Vendée, les pharmaciens ont pu débuter cette semaine les injections en officine pour le vaccin AstraZeneca, le seul qu'ils sont autorisés à administrer. Ce ne sera pas le cas la semaine prochaine puisque les doses seront réservées aux médecins. Écoutez le président de la Chambre syndicale des pharmaciens. Les vaccins AstraZeneca sont en pénurie. Le laboratoire ne nous fournit pas les doses qu'il nous avait promis. Par contre, le vaccin Pfizer vont arriver en nombre et en masse d'ici 2 semaines. Et vraiment au mois d'avril, normalement, on devrait avoir une montée en puissance de la vaccination avec les vaccins Pfizer. Après, si les centres de vaccination ne sont plus en capacité ou n'ont pas la capacité d'absorber toutes les doses de Pfizer, moi, je pense qu'il serait opportun de déléguer la vaccination Pfizer aux professions libérales. Une pandémie qui affecte le moral des Français. Les professionnels de la santé mentale s'inquiètent d'une hausse des consultations psychologiques et psychiatriques. Dans le monde du travail, plus d'un tiers des chefs d'entreprise seraient en souffrance et 10% seraient même en situation de burn-out. Pour les aider, la Maison départementale de l'emploi et du développement économique propose des ateliers pour les sensibiliser aux risques. Reportage. Aller chercher du travail quoi qu'il arrive. Dans cette salle, des chefs d'entreprise, parfois rongés physiquement ou psychologiquement par leur situation professionnelle. Quand je me retrouve bloquée, c'est moi que je fais passer au second plan. En face d'eux, Meriem Boutera, cette spécialiste en prévention santé, veut les alerter sur les risques d'épuisement professionnel. C'est une fatigue extrême. C'est du cynisme face au travail. Donc, quand je parle de cynisme, c'est le dénigrement, mais également de la frustration. Et puis, troisième chose, c'est la dévalorisation de soi. Des symptômes visibles d'un mal généralement plus profond. Un dirigeant qui ne dort pas bien, difficulté d'endormissement, réveil nocturne, pour prendre ces exemples, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des ruminations. C'est au niveau cognitif, au niveau mental. Donc l'objectif est de leur permettre d'identifier notamment ce que l'on appelle les stresseurs du chef d'entreprise, parmi lesquels le risque de dépôt de bilan, qui est identifié nationalement comme le premier stresseur chez les chefs d'entreprise. Un stress accru depuis 1 an et l'apparition de la crise sanitaire. Aux difficultés financières se sont ajoutés les sentiments d'impuissance et de lassitude. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais la même solidarité si je devais revivre un confinement total. Des dirigeants en proie à leurs propres difficultés et à celles de leurs salariés, démotivés par le télétravail ou tentés par des reconversions professionnelles. Ils constatent des changements dans leurs équipes et ils subissent la situation. C'était important du coup de leur proposer ce temps d'échange pour partager et se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls aussi à vivre ça. Objectif aussi de cet atelier, donner des clés pour permettre aux chefs d'entreprise de se préserver, s'accorder du temps personnel. La chose que je vais retenir probablement, c'est qu'il y a des moyens de se suivre soi-même. Il est évident qu'on doit se connaître soi-même pour essayer de mieux gérer son entreprise.
mais aussi avoir des éléments pour se surveiller. Des chefs d'entreprise appelés aussi à lâcher prise face à une situation sanitaire inédite, pleine d'incertitudes. L'actualité marquée aussi cette semaine par ce bilan de la sécurité routière dressé par le préfet. En France, le nombre de tués sur les routes a diminué de 20% l'an dernier. Les confinements et les couvre-feux ont réduit de fait les déplacements. Mais en Vendée, la mortalité est restée équivalente aux années précédentes avec 43 tués sur les routes. Benoît Brocard a présenté un nouveau plan d'action. En 2020, ce sont 16 500 verbalisations qui ont été dressées et 2 500 permis de conduire qui ont été retirés. Donc cette action de contrôle va se poursuivre. Mais il n'y a pas que le contrôle, il y a aussi un travail à poursuivre de mobilisation de l'ensemble des acteurs, des familles d'acteurs. Je pense notamment aux employeurs, qu'ils soient employeurs publics ou privés. Et puis il y a l'éducation pour accompagner les futurs usagers de la route qui sont aussi des citoyens. Au chapitre économie, les architectes, les constructeurs de maisons ou encore les fabricants de vérandas, eux, ont le sourire. Le secteur de l'habitat se porte bien actuellement. Depuis le premier confinement, les demandes de devis sont en forte hausse. À défaut de pouvoir partir, les particuliers investissent dans leur maison avec, quand ils le peuvent, des envies d'agrandissement. Pierre Dalicieux. Cette extension en bois est sortie de terre il y a quelques semaines. Des projets comme celui-ci, cette petite entreprise de construction et d'extension de maisons en bois a l'habitude d'en réaliser. Mais depuis plusieurs mois, la cadence n'a jamais été aussi forte. C'est très compliqué de réfléchir et d'être sur tous les dossiers et sur tous les fronts. Mais bon, on essaye, on les passe les uns après les autres et on essaye de répondre à toutes les demandes. Si ça aboutit ou ça aboutit pas, mais enfin nous on fait notre travail de répondre et d'essayer de réaliser leurs rêves. Réaliser un rêve que beaucoup de clients ont mûri pendant les 2 confinements. Beaucoup d'artisans comme ici sont aujourd'hui débordés. Des artisans et des entreprises plus importantes comme ce fabricant vendéen de vérandas. Cette pergola par exemple est la star de l'entreprise. Alors beaucoup de gens avaient déjà économisé, avaient déjà ce projet-là en tête. Et par contre, l'effet Covid, entre guillemets, a fait que tout de suite, on s'est dit on a envie de profiter de chez soi tout de suite. Depuis mai l'année dernière à aujourd'hui, on a plus de 210% de contacts de demande de pergola et 71% de demandes en termes de contacts au niveau des vérandas et des extensions d'habitation. Si de nombreuses entreprises ont souffert et souffrent encore de la crise sanitaire, pour d'autres en revanche, paysagistes, piscinistes, installateurs de terrasses en bois, ou comme ici ce fabricant de vérandas et d'abris de piscine, 2021 est déjà une année exceptionnelle. Contrairement à d'autres collègues entrepreneurs, nous on est sur un marché aujourd'hui qui est en pleine croissance. Il y a eu un boom historique, 33% d'augmentation de chiffre d'affaires sur 2021 par rapport à 2020. Alors bien sûr, sur l'abri de piscine et puis sur la véranda et l'extension, mais c'est en pergola notamment, on va fabriquer 2 fois plus de pergolas en 2021 que sur l'année 2020. Des recrutements sont en cours pour pouvoir répondre aux nombreuses commandes. Le secteur de l'habitat, pour le moment, ne connaît pas la crise. La venue également cette semaine en Vendée de Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, s'est rendue ce vendredi à Montaigu-Vendée pour présenter le service national universel au lycée Léonard de Vinci, puis au conseil départemental pour évoquer le passeport du civisme. Ce dispositif, né à Talmont-Saint-Hilaire et aujourd'hui national, était ouvert jusqu'à présent aux écoliers. Il s'élargit aux collégiens. Le département de la Vendée est le premier à lancer l'expérimentation. Ce passeport du civisme invite les jeunes à s'engager à travers plusieurs actions, une initiative saluée par la secrétaire d'État. La citoyenneté est un parcours. C'est un parcours qui nécessite des étapes. Ces étapes, c'est évidemment la connaissance de nos symboles, de notre histoire, de ce qui nous fonde, mais également les enjeux de notre temps. Et aujourd'hui, être citoyen, eh bien, c'est pleinement... Aujourd'hui, je pense promouvoir et défendre les valeurs et les principes de la République en rendant la République vivante, en action. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'engager. S'engager pour aider peut-être les plus fragiles, mais s'engager pour des causes, quel que soit le thème, que ce soit l'environnement, l'égalité entre les hommes et les femmes, lutter contre les inégalités. Peu importe. Le plus important, c'est de prendre sa place et de trouver sa place dans ce collectif national qui est le nôtre aujourd'hui.
Les lycéens de Fontenay-le-Comte, eux, ont reçu la visite de Gringe, le rappeur et acteur qui a débuté sa carrière avec Orelsan, est venu échanger sur la schizophrénie dont souffre son frère Thibaut. C'est avec lui que l'artiste a écrit un livre pour casser les préjugés sur ses troubles psychiatriques. Ce témoignage fort sur la maladie, les épreuves, les liens fraternels semble avoir touché les lycéens. Cyril Guillet. C'est ce que j'explique dans le livre, il a passé un pacte avec les voix qu'il entend et ces voix-là lui interdisent d'en parler à quiconque. C'est face à des lycéens très à l'écoute que le rappeur Gringe a raconté son histoire, plus précisément celle de son petit frère Thibaut, qui a été diagnostiqué schizophrène à l'âge de 21 ans. Dans ce premier roman, écrit à 4 mains et intitulé « Ensemble, on aboie en silence », il revient sur les épreuves qu'ils ont dû traverser. Ça part d'un souci de vouloir aussi comprendre ce qu'on vit, quoi. Qu'est-ce qui a pu amener à la maladie, qu'est-ce qu'on vit depuis la maladie, comment on le vit. Et le fait de mettre des mots dessus, ça a un effet thérapeutique, quoi. Organisée conjointement par l'association Armulette et la librairie Florilège, cette rencontre avait été préparée par ses élèves bien en amont. Lecture de textes, présentation d'affiches, chorégraphie, chacun s'est investi à sa manière. Mais pas que, j'ai des poésies autour du bouquin et autour des pathologies mentales en espagnol. Ça, c'est à la fois une récompense, quand on a mouillé le maillot pour un projet et qu'on voit à quel point ça peut stimuler les gens autour. En tant qu'aide-soignant, nous interviendrons auprès de Thibaut à son domicile pour assurer l'hygiène et son confort. Il vient parler de son livre, mais avant, qu'est-ce qu'on lui propose, qu'est-ce qu'on peut lui dire de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a ressenti, et pour qu'il y ait un vrai échange, et de renverser un peu les regards sur les autres. La matinée s'est conclue par un long échange entre les lycéens et l'artiste. L'occasion pour Gringe de faire tomber certaines idées reçues. La pathologie mentale et la schizophrénie touchent 2 millions de personnes, 600 000 personnes par la schizophrénie, l'entourage 2 millions. Enfin, c'est colossal en fait. Il y a un Français sur 10 qui souffre d'une pathologie mentale. Et la schizophrénie, c'est souvent passé un peu sous le radar parce qu'on l'associe à des choses fausses, des gens qui seraient potentiellement dangereux pour les autres, c'est des conneries, quoi. Donc c'était important, je mesure l'importance aussi d'en avoir parlé. Une parole claire qui touche directement ces jeunes. Donc on comprend ce qu'ils disent, ils font pas vraiment comme a dit Gringe. Ce qu'il m'a dit, il n'a pas essayé de faire l'écrivain, il a écrit ce qu'il pensait en fait. Et puis il y a ce lien avec le frère et sa maladie, et ça la rend vraiment plus abordable et accessible aux autres. Après un passage au lycée Bel-Air, le rappeur a terminé sa journée auprès des résidents de l'UHTT, l'Union d'hébergement temporaire et transitoire pour personnes atteintes de troubles physiques, basée à Fontenay-le-Comte. Enfin, terminons par un mot de voile. D'ici la prochaine édition du Vendée Globe, la ville des Sables-d'Olonne va accueillir le départ de 2 autres courses au large. Une présentation a eu lieu en début de semaine. Première épreuve, la Mini Transat. Elle s'élancera en septembre prochain. 84 skippers prendront la direction de la Guadeloupe en solitaire sur des bateaux de 6,50 m. La Mini Transat est souvent une rampe de lancement pour le Vendée Globe. La Mini, c'est vraiment la porte d'entrée de la course au large. La preuve, on en retrouve régulièrement, que ce soit sur les Figaro, que ce soit sur les classes 40 et bien évidemment sur le Vendée Globe. Je dis souvent en blaguant que le Vendée Globe est une conséquence de la Mini Transat, puisque la Mini Transat est plus ancienne. Voilà, donc histoire de taquiner les grands. Mais et bien évidemment que pour les Mini qui viennent, remonter le chenal des Sables-d'Olonne, c'est une émotion toute particulière, parce que tous dans le coin de leur tête, ils ont quand même le Vendée Globe quelque part. Et puis, seconde épreuve qui partira des Sables-d'Olonne, la Golden Globe Race. Ce sera en 2022 et ce sera la 2e édition de ce Tour du Monde en solitaire à l'ancienne. La première avait eu lieu en 2018 et avait été remportée par Jean-Luc Vandenette. Nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre. Mis à part la ville des Sables-d'Olonne, nous n'avions aucun autre partenaire, aucun autre sponsor. Mais les réponses ont été phénoménales. Nous avons eu quelque chose comme 195 millions de dollars de retombées grâce à la publicité et à la visibilité que nous avons eue à travers le monde. Il y a donc un intérêt massif pour la course et il grandit encore aujourd'hui. Pour la prochaine édition, nous avons mis en place un plan média beaucoup plus important pour permettre de diffuser des contenus qui seront repris par des centaines de pays et vus par des millions de personnes. C'est la fin de cet hebdo, merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'information, la matinale de TV Vendée à partir de 7h ce lundi. Je vous souhaite un très bon week-end.